Chapitre 1. Un lit tranquille à Willowbrook. C'était un après-midi d'une luminosité inhabituelle dans le petit village de Willowbrook, non loin de St. Mary Mead, et peut-être même plus calme, si tant est que cela fût possible. Les hautes haies brillaient d'un vert pâle sous le soleil de septembre, les pelouses étaient impeccablement tondues, et les parterres de fleurs devant les chaumières offrait un joyeux spectacle de dahlias et de rosiers tardifs. Il régnait, comme Miss Marple aimait à le faire remarquer, une paix anglaise particulière à ces villages, une paix à la fois éternelle et étrangement trompeuse, comme si derrière chaque rideau de dentelle se cachait une histoire inattendue. Miss Marple elle-même était venue à Willowbrook pour une brève visite. Elle avait été invitée par Madame Prudence Longley, une cousine éloignée par alliance, qui avait écrit de son écriture ronde et soignée qu'elle avait un grand désir d'un peu de compagnie le soir, et que les observations judicieuses de Jane étaient toujours si stimulantes. Miss Marple, qui n'était pas sans avoir la réputation d'écouter plus qu'elle ne parlait, sourit intérieurement en lisant la lettre. Elle accepta bien sûr, car elle n'avait aucune objection à changer d'air, et trouvait toujours les villages des autres très instructifs. La maison des Longley s'appelait Rosebank, bien qu'elle fût peu fleurie. Elle se dressait plutôt carrée et simple au bout de Willow Lane, avec une grande porte en chêne et des fenêtres donnant sur la place du village. La chambre d'amis, aménagée pour Miss Marple, était modeste mais confortable, avec une belle vue sur le clocher de l'église. C'est là qu'elle déballa sa petite valise et lissa pensivement la couverture. Quelque chose dans cette pièce, calme et ensoleillée, la fit réfléchir à l'étrange intimité de dormir dans un lit où tant d'autres avaient dormi avant elle. L'idée allait et venait, mais elle s'en souvint plus tard, avec une certaine signification. Cet après-midi-là, tout le village était occupé à préparer la fête des moissonneurs. C'était une de ces traditions qui signifiait beaucoup pour Willowbrook, et la salle paroissiale grouillait d'activité. Miss Marple y accompagnait Madame Longley, se déplaçant discrètement parmi les villageois enthousiastes, écoutant leur bavardage joyeux. Madame Calthorpe, l'épouse du vicaire, supervisait la disposition des paniers de pommes et de poires. « Tout doit être magnifique », dit-elle d'un ton important, car l'évêque en personne doit venir cette année. Elle ordonna à de jeunes hommes de soulever de lourdes gerbes de blé, et le vieux monsieur Calthorpe marmonna quelque chose à propos de son dos, tandis qu'on le pressait de reprendre du service. On racontait des ragots, bien sûr, une fête, une vente à l'église, ou même une simple réunion pour des compositions florales. Tout cela était un terrain fertile pour les conversations villageoises. Miss Marple restait assise tranquillement avec son tricot, car elle semblait toujours le faire au bon moment, tandis que les mots flottaient autour d'elle. « Avez-vous entendu parler du lit de Fairview House » demanda une femme à voix basse à sa compagne. « Celui de la chambre est ? On dit qu'il n'a jamais été utilisé, pas une seule fois, pas depuis que la famille l'a acheté. »« Oh, c'est absurde » dit l'autre. « Pourquoi acheter un lit et ne jamais y dormir ?»« C'est justement ça, » répondit la première en baissant encore la voix. « Monsieur Henry Gale insiste pour qu'il reste intact. Il dit que c'est pour un invité qui n'est jamais venu. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, mais son regard ne quittait pas la laine pâle. Elle savait pertinemment que de telles remarques étaient rarement faites à la légère. Lorsque les villageois racontaient une histoire, il y avait souvent quelque chose derrière, vrai ou faux. À la fin de la soirée, la salle embaumait les pommes, les fleurs et les gerbes d'orge. Mademoiselle Marple retourna à Rosebank avec Madame Longley, qui se déclarait très fatiguée, mais satisfaite des préparatifs. « Tu verras demain, Jane, » dit-elle en s'installant dans son fauteuil près du feu. « Le festival rassemble toujours tout le monde. Quoique, » elle hésita en remuant son thé. On ne peut s'empêcher de remarquer l'enthousiasme suscité par le retour de M. Gale au village. Les gens ne manquent jamais de sujets de conversation. « Monsieur Gale » demanda doucement Miss Marple. « Oui, Henry Gale. Il a passé des années en Afrique, dans les mines, le commerce, ou quelque chose du genre. Il est revenu plutôt prospère, paraît-il. Il a pris Fairview House. Elle est restée vide pendant un long moment.
Madame Longley marqua une pause, les yeux brillants de curiosité. Mais on dit qu'il a quelque chose d'assez étrange chez lui. Il est réservé. Et puis il y a cette curieuse histoire de lit. Miss Marple eut un léger sourire. Les gens ont souvent de petites particularités, observa-t-elle, même si on découvre que ces particularités ont parfois une raison. Le lendemain, Willowbrook se réveilla sous un beau temps et une grande foule à l'église. L'office fut bien suivi, les cantiques chantés avec enthousiasme, et le discours de l'évêque fut très admiré. Ensuite, thé et gâteaux furent servis dans la salle, où chaque villageois semblait se connaître et où les rumeurs coulaient comme toujours. C'est vers la fin du jour, alors que le crépuscule commençait à adoucir les contours des chaumières, qu'une agitation éclata près de Fairview House. Une servante accourut, essoufflée, vers la pelouse, en criant qu'on avait retrouvé M. Gale, dans cette même chambre est, au lit intact. Morte, haleta-t-elle en serrant son tablier, morte comme une pierre, allongée près du lit où personne n'a jamais dormi. Les villageois haltèrent et formèrent un cercle. L'air paisible du soir semblait chargé de murmures. Madame Longley serra le bras de mademoiselle Marple. « Oh, Jane, quelle horreur! Et par un jour pareil !» Miss Marple resta immobile, ses yeux bleu clair, pensifs et sereins. « Oui, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Vraiment épouvantable, et peut-être pas sans raison. » Chapitre 2. Potin au coin du feu. Le petit village de Willowbrook ne s'était jamais senti aussi agité. Dès le lendemain matin, la mort de M. Henry Gale était sur toutes les lèvres, annoncée à voix basse dans certains quartiers, avec une excitation débordante dans d'autres. Une mort soudaine, survenue dans l'une des plus vieilles maisons du village, le jour même de la fête des moissonneurs, était suffisamment riche pour alimenter les conversations des habitants pendant des semaines. Et le fait que la mort ait eu lieu dans la mystérieuse chambre est de Fairview House, à côté du lit où personne n'avait dormi, conférait au récit une saveur particulière. À Rosebank, Madame Longley était déjà occupée avec le sujet au petit déjeuner. Elle beurrait ses tartines d'une main tremblante, regardant Miss Marple avec des yeux brillants de curiosité. « Jane, tu ne peux pas imaginer l'excitation d'hier soir. » La bonne Lucie courait dans la cour comme une créature possédée. Tout le monde l'entendait crier. On dit que M. Gale était allongé, tout habillé, comme s'il était entré dans la pièce pour une raison quelconque et puis, elle baissa la voix dramatiquement. Il s'est effondré. Miss Marple, qui remuait lentement et méthodiquement son thé, leva les yeux et hocha la tête avec une attention douce. « Cela a dû être un choc, » dit-elle doucement. « Et le docteur ?»« Oh, le docteur Selby est arrivé immédiatement. Mais que peut dire un médecin dans de tels cas ? Une insuffisance cardiaque, bien sûr. C'est toujours une insuffisance cardiaque, sauf preuve du contraire. Pourtant, Madame Longley déposa son toast et se pencha en avant avec empressement. Pourtant, Lucie insiste sur le fait que M. Gale avait une expression des plus étranges. De la peur, Jane, de la peur pure et dure. Et qui plus est, il n'avait rien à faire dans cette salle est. Tout le monde au village sait qu'il n'y mettrait jamais les pieds. Le tricot de Miss Marple reposait sur ses genoux, et ses doigts délicats parcouraient la laine d'un air absent. « C'est toujours curieux, » observa-t-elle doucement, « de trouver des gens là où ils ne devraient y pas être. » En milieu de matinée, le village était en proie au commérage. Miss Marple, qui avait le don de se placer là où les gens étaient le plus enclins à parler, se retrouva à l'épicerie, écoutant Madame Calthorpe tenir sa cour près des boîtes de biscuits. « J'ai toujours dit, » déclara la femme du pasteur, « que les habitudes de M. Gale étaient excentriques. Cette horrible histoire de lit n'était qu'un début. Pourquoi un homme interdirait-il à quiconque d'entrer dans une pièce de sa propre maison? Une attitude des plus malsaines, à mon avis. » Madame Henderson, la receveuse des postes, intervint vivement. « N'importe quoi, Madame Calthorpe. C'était du sentiment, tout simplement. Tout le monde sait qu'il a acheté la maison pour une dame qui n'est jamais venue. Ce lit lui était destiné. Quand elle l'a largué ou quoi que ce soit d'autre, il a juré que personne n'y dormirait. » Un soupir parcourut le groupe.
La tragédie romantique avait toujours eu une emprise particulière sur l'imaginaire villageois. « Mais qui était-elle » insista Madame Pratt, la femme du forgeron. « C'est ce que je veux savoir. Personne ne l'a jamais vue. »« C'était à l'étranger, » répondit Madame Henderson fermement, sans toutefois apporter de preuves particulières. « En Afrique du Sud, je crois. On dirait que tout ce qui est étrange se passe à l'étranger. » Miss Marple sourit faiblement et accepta son paquet de thé. Elle ne posa aucune question, mais les bribes lui revinrent en mémoire, pour y être soigneusement conservées comme les bocaux étiquetés sur l'étagère du garde-manger de Madame Longley. Elle savait, comme elle l'avait toujours su, que ce que les gens disaient à tort et à travers contenait souvent plus de vérité qu'ils ne le pensaient. Dans l'après-midi, la police arriva de la ville voisine. Un jeune inspecteur Graves, sérieux et vif, qui informa rapidement les villageois que la situation était sous contrôle. Il parla de causes naturelles avec un air d'autorité, même s'il était visiblement ravi de pouvoir mener une enquête d'une certaine importance. Miss Marple le rencontra à Rosebank, où il était venu rassurer Madame Longley. Il se montra poli, quoique légèrement condescendant, à la manière des jeunes hommes qui croient que les femmes âgées sont faciles à apaiser. « Rien d'alarmant, » dit-il fermement. « Le docteur Selby est convaincu qu'il s'agissait d'une crise soudaine. Monsieur Gale n'était pas très robuste, je suppose. Une enquête de routine sera menée, bien sûr, mais je ne prévois rien de fâcheux. » Madame Longley parut soulagée, mais pas totalement convaincue. « Quel dommage !» murmura-t-elle. « Une si belle maison et si prospère après ses années à l'étranger. » L'inspecteur s'inclina et partit, laissant derrière lui le sentiment d'une fin officielle. Pourtant, Miss Marple demeurait pensive. Assise à la fenêtre du salon, son tricot à la main, elle contemplait la place du village où des groupes de villageois s'attardaient encore, la tête dans les yeux, en pleine conversation animée. Ses aiguilles s'agitaient avec une précision constante, mais son esprit était ailleurs, car elle avait remarqué deux petites choses. La première était que la servante, Lucie, qui avait trouvé le corps, semblait bien plus affligée qu'on ne l'aurait cru d'une servante qui ne connaissait son maître que depuis quelques semaines. La seconde était l'étrange absence de véritable chagrin parmi les villageois. On y sentait le choc, l'excitation, la curiosité, mais pas de véritable tristesse. Monsieur Gale, semblait-il, était revenu dans son pays natal, mais n'y avait plus jamais vraiment trouvé sa place. Et pourtant, réfléchit Miss Marple en silence, quelqu'un, quelque part, a dû se soucier profondément de savoir s'il vivait ou mourait. Elle lissa son tricot et le rangea soigneusement dans son sac. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure avec une douce solennité, comme si le village lui-même s'arrêtait pour constater que Willowbrook avait changé à jamais. Chapitre 3. Les petites choses observées. Le lendemain matin, le ciel était gris et incertain, avec de lourds nuages flottant au-dessus des toits du village. La pluie menaçait, mais à Willowbrook, cela ne diminua pas le flot des conversations. Au contraire, cela sembla l'intensifier. Des groupes se rassemblèrent aux portes des boutiques et sous les haies ruisselantes, tandis qu'à l'intérieur, le cliquetis des tasses de thé s'accompagnait d'un murmure constant de spéculation. Miss Marple, tranquillement installée dans le salon de Madame Longley, son tricot à portée de main, avait déjà reçu plusieurs visites. Il était entendu, bien que jamais exprimé directement, que Rosebank était un lieu propice aux échanges. L'ambiance de Madame Longley était joyeuse, son gâteau éponge apprécié, et Miss Marple elle-même, bien que peu bavarde, avait le don d'encourager les confidences. La première visiteuse fut Madame Pratt, venue sous prétexte de rendre un livre de patrons empruntés. Elle s'installa dans le fauteuil en poussant des soupirs éloquents. « Quelle affreuse affaire, Miss Marple, chère madame, et pensez au pauvre monsieur Gale parti si soudainement. Mais entre nous, dit-elle en se penchant en baissant la voix, je ne peux pas dire que je sois surprise. Pas avec ses manières secrètes. Il vous croisait dans le chemin sans même lever son chapeau. Une façon de faire bien peu sociable, je l'ai toujours trouvé. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Et pourtant,
dit-elle doucement. « Il a pris grand soin de Fairview House. Il paraît qu'elle était bien meublée. » Madame Pratt pinça les lèvres. « Trop bien, à mon avis. Nouveau tapis, nouveaux rideaux, tout est neuf. Et payé comptant, remarquez. On remarque ce genre de choses. Mais la chambre est, elle est restée intacte, à l'exception du lit. Ce n'est pas naturel, Jane. Pas naturel du tout. » Elle partit en secouant la tête, laissant Miss Marple réfléchir. Peu après, Lucy, la femme de chambre, entra pâle et nerveuse, tordant son mouchoir. Elle était venue, dit-elle, pour parler à Madame Longley d'une recommandation, car elle ne comptait pas rester au service de Fairview. « Oh, Miss Marple !» s'exclama-t-elle soudain, lorsque Madame Longley fut brièvement appelée à l'extérieur. « C'était si horrible de le retrouver comme ça. Il avait l'air... Oh, je ne peux pas l'expliquer. Comme si quelque chose l'avait terrifié. Et sa main, madame, sa main était tendue vers le lit, presque comme s'il voulait le toucher. Je n'arrive pas à m'ôter cette image de la tête. » Miss Marple la regarda avec une compassion silencieuse. « Cela a dû être très pénible, ma chère. Et vous êtes certaine qu'il était seul dans la pièce ?» Lucy hésita. « Oui, oui, je crois. Mais je n'en suis pas sûre. La porte était entr'ouverte quand je suis entrée, et j'ai entendu un bruit, comme un grincement de chaise. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » À ce moment-là, Madame Longley revint, et la conversation s'orienta vers des questions pratiques. Mais le regard bleu clair de Miss Marple s'attarda pensivement sur la jeune fille. Un bruit de mouvement dans une pièce vide n'était pas le genre de détail à négliger. L'enquête fut annoncée dans l'après-midi. Elle aurait lieu 3 jours plus tard à l'auberge Crown and Mitre, où le coroner entendrait le témoignage du docteur Selby et d'autres personnes. Les villageois en parlèrent avec enthousiasme. Ce n'était pas tous les ans qu'une enquête était menée à Willowbrook. Miss Marple accompagna Madame Longley pour une brève visite au cimetière, soi-disant pour examiner les nouvelles dispositions des étalages des moissonneurs. En passant devant Fairview House, elle s'arrêta un instant, contemplant les fenêtres du haut. La salle est donnait sur la ruelle, rideau tiré, et pour quiconque ne connaissait pas le sujet, elle ne semblait pas différente des autres. Pourtant, le regard de Miss Marple était long et pensif. À l'intérieur de l'église, le vicaire les accueillit aimablement, malgré les sourcils froncés. « Une triste perte, » murmura-t-il. Et pourtant, peut-être pas totalement inattendu. Monsieur Gale semblait porter en lui une ombre du passé. Je le pensais déjà lors de notre première rencontre. Miss Marple écoutait, les mains jointes. Elle avait remarqué toute la journée comment les gens parlaient d'Henry Gale. Pas un mot d'affection. Surprise, ragot, conjecture, mais aucune chaleur. Un homme qui était rentré dans son village natal et pourtant était resté à l'écart. Un homme qui avait meublé une maison avec luxe et pourtant gardé une pièce réservée comme un sanctuaire. Un homme qui était mort en cherchant le lit où personne ne dormait. Alors qu'il remontait le chemin, Miss Marple prit enfin la parole. « Ce sont toujours les petits détails, Prudence, qui révèlent la vérité. Un regard sur un visage, une main tendue vers quelque chose. L'absence de tristesse là où l'on pourrait s'attendre à du chagrin. Ce sont des détails, mais ensemble ils commencent à suggérer, enfin, qu'il y a au moins plus à découvrir. » Madame Longley parut surprise. « Vous ne voulez pas dire que vous pensez qu'il y avait quelque chose d'anormal dans sa mort ?» Miss Marple sourit doucement. « Ma chère, je pense simplement qu'au village, comme au jardin, rien n'arrive sans raison. Et quand on trouve un lit où personne ne dort, on peut être sûr qu'il y a une histoire derrière. » Ils arrivèrent à Rosebank juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Miss Marple se remit à tricoter, ses aiguilles étincelant à la lumière de la lampe. D'apparence sereine, elle était assise, comme absorbée par ses mailles. Pourtant, dans sa tête, elle assemblait déjà les pièces d'un puzzle qui commençait à peine à se dévoiler. Chapitre 4. Le mauvais suspect.
L'inspecteur Graves revint à Willowbrook avec l'air résolu d'un jeune homme déterminé à conclure. À 10 heures ce matin-là, la couronne et la mitre lui avaient mis à disposition un salon à l'étage pour les entretiens. La propriétaire, Madame Fenning, se promenait avec un chiffon et une expression grave et importante. Bien que rien au monde n'eût pu la persuader de renoncer au plaisir de s'arrêter, porte entr'ouverte, pour saisir une phrase ici et là. Miss Marple, à Rosebank, comprit le cours des événements en laissant le village venir à elle. Madame Henderson, la maîtresse de poste, apporta une lettre mal acheminée et de nombreuses observations exactes. Madame Calthorpe, passant pour l'église, fut contrainte par charité d'accepter une part de gâteau aux graines et de laisser par inadvertance une petite moisson de confidence. Et de tout cela, un schéma commença à se dessiner. L'inspecteur avait trouvé quelque chose, et ce quelque chose se trouvait dans la chambre de la bonne Lucy à Fairview House. « C'est vraiment affreux, » murmura Madame Calthorpe, baissant la voix d'une manière qui suggérait le contraire. « On dit qu'il y avait des billets dans une liasse de papier, et aussi un bibelot, un souvenir d'homme, je suppose, caché dans son tiroir du bas. Je n'ai jamais fait confiance à une fille avec cette couleur de cheveux. » « Mon Dieu, » dit Miss Marple, qui n'avait jamais trouvé que les cheveux étaient un indicateur de caractère. « Les billets de banque sont tellement pratiques, ils vont partout et ne disent rien de leur passage. » À 11 heures, la chose était certaine. Lucy avait été conduite à la cour et était interrogée. Madame Longley était tout perturbée. « Mais Lucy est une gentille fille, Jane. Enfin, elle m'a semblé gentille. Un peu nerveuse, peut-être. Et elle m'a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Pourquoi volerait-elle ? » »« Pourquoi donc ? » demanda Miss Marple. « Il existe pourtant une vérité ancienne, ma chère. Les jeunes filles qui n'ont nulle part où aller sont souvent accusées de choses auxquelles elles n'ont jamais pensé. » Une pluie fine tombait sur la verdure, perlant les haies de Troène et transformant l'allée en un ruban lumineux. C'est sous cette fine bruine que Miss Marple se dirigea, parapluie soigneusement fermé, vers le Crown and Mitre. Elle n'avait rien à faire là-bas. Elle trouvait simplement qu'une petite théière dans le salon commun incitait parfois à la réflexion. Quoi qu'il en soit, la propriétaire ne refuserait jamais à Miss Marple une table dans le coin. L'inspecteur Graves entra un peu plus tard, vif et satisfait. Il accueillit Miss Marple avec la courtoisie et l'amabilité indéfinissables d'un homme convaincu que son cas se défend tout seul. « C'est une affaire pénible, mademoiselle Marple, n'est-ce pas ? » dit-il en se tenant près de sa table. « Jane Marple, » dit-elle aimablement. « Asseyez-vous, inspecteur. Il est tellement plus facile de réfléchir quand on n'a pas besoin de marcher. » Elle lui servit du thé comme s'il le lui avait demandé. L'inspecteur hésita, puis sourit et accepta. Miss Marple produisait cet effet sur les gens. « On avance, » annonça-t-il. La jeune femme, Lucy Trent, c'est son nom, a avoué avoir trouvé de l'argent dans un tiroir de bureau et s'en être approprié. Voilà. Une opportunité, un vol, et un homme effrayé au cœur fragile. Il la surprend hier soir, alors qu'elle n'a rien à faire. Une bagarre éclate. Il tombe. Elle s'enfuit, et plus tard, elle cache ce qu'elle a pris, déplaisant mais simple. Les choses simples, observa Miss Marple, se révèlent souvent avoir été arrangées avec la plus grande complication. Il faut être prudent. Son regard était d'une grande douceur. Qu'a-t-elle emporté, inspecteur, à part les notes ? Un petit souvenir, une médaille sur un ruban, dit Graves, un service colonial, quel qu'il soit, et un billet de train pour le train du soir à destination de Bristol, daté d'hier, emballé avec ses affaires. Ça ressemble fort à un vol, à mon avis. Miss Marple réfléchit. Beaucoup de filles gardent un ticket sur elles. C'est une sorte de porte-bonheur. Quand l'avenir est incertain, un ticket dans un tiroir ressemble à une porte qu'on pourrait encore ouvrir. Elle leva les yeux. « Et le lit, inspecteur ? » « Le lit ?» Il fronça les sourcils. « Dans la chambre est, » dit doucement Miss Marple. « Était-elle exactement comme elle aurait dû être si personne n'y dormait jamais ?» Il sourit avec indulgence. « Vous pensez encore à cette légende absurde, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus dans un lit qu'il n'y paraît, madame. Un engin lourd et laid à mon goût.
mais jamais utilisé, oui. Le couvre-lit poussiéreux le long des barreaux, les oreillers impeccables, et le corps gisait par terre à côté. « Ah !» dit doucement Miss Marple, « la poussière le long des rails est tellement instructive. Elle tient un journal sans même le vouloir. » L'inspecteur Graves, qui ne comprenait pas pourquoi la poussière devait écrire des journaux intimes, termina son thé et se leva. « Ne vous inquiétez pas pour la jeune fille, » dit-il non sans gentillesse. « On va faire la part des choses. Si elle a volé, elle en répondra. Quant au décès, le coroner se prononcera, mais je n'y vois pas de meurtre. » Miss Marple inclina la tête et l'inspecteur s'en alla, satisfait de sa propre modération. Il était presque 1 heure lorsque la tante de Lucie apparut à Rosebank. Une femme mince et inquiète nommée Madame Pike entra avec l'air de demander pardon pour les meubles. Elle habitait, semblait-il, à l'autre bout du village et se rendait tous les jours à Fairview pour le nettoyage et l'entretien des escaliers. Elle craignait pour sa nièce. « C'est une bonne fille, madame, » dit-elle en se tordant les mains. « Si elle a pris cet argent, et je ne dirai pas qu'elle l'a fait, c'est qu'elle était prise de peur. Monsieur Gale avait un caractère bien trempé. Oh, je ne parle pas de coups, mais d'une façon brutale. Elle m'a dit la semaine dernière qu'il ne parlait jamais gentiment à personne. « Êtes-vous allée dans la salle est vous-même, Madame Pike ?» demanda doucement Miss Marple. La femme sursauta. « Oh non, madame, personne n'y est allé. Il gardait la clé dans la poche de son gilet, c'est vrai, et vous fusillez du regard si vous effleuriez la poignée avec votre tablier. J'avais le reste de la maison, et ça me suffisait. » Les aiguilles de Miss Marple se déplaçaient comme de petits poissons brillants dans une eau limpide. « Alors, comment pensez-vous que Lucie est entrée ?» Madame Pike le fixa, bouche bée. « Pourquoi ? Je n'y aurais jamais pensé. Il devait y avoir une clé. Je ne sais pas. » Elle se leva brusquement. « Oh, je suis folle de peur. Je voulais juste dire que si vous pouviez parler au nom de Lucie, tout le monde vous écouterait, madame. »« Ma chère Madame Pike, » dit Miss Marple avec un sourire bienveillant, « il vaut toujours mieux dire la vérité. Cela porte ses fruits. » Dans l'après-midi, les événements prirent leur essor, propre au village. L'avocat de M. Gale, un homme guindé du nom de Pritchard, originaire du bourg, arriva en taxi et se rendit aussitôt à Fairview House. Peu après, 2 agents de police sortirent une petite boîte en fer blanc verrouillée, qu'ils transportèrent avec précaution jusqu'au bureau temporaire de l'inspecteur à l'auberge. Des regards furtifs la aperçurent. Les ragots firent le reste. À 15 heures, on raconta aussi solennellement que si les journaux londoniens l'avaient publié, que la boîte contenait des diamants, un certificat colonial et des lettres d'une dame. « Les gens aiment tellement les diamants », murmura Miss Marple lorsque Madame Henderson apporta la dernière édition. Vers 16 heures, l'inspecteur Graves revint à Rosebank, cette fois pour des raisons officielles. Il demanda, très poliment, si Miss Marple accepterait qu'il lui pose quelques questions. Il avait remarqué, ajouta-t-il, qu'elle était retenue au village pour cause de jugement. « Ce n'est pas un témoin officiel, remarquez, » dit-il. « Juste un vieux routier, un homme sage. » Il rougit légèrement. Miss Marple ne fut pas offensée par l'erreur arithmétique. « Je serais ravie de pouvoir vous aider, » dit-elle. « D'abord, » dit Graves en consultant un petit carnet, « vous avez vu la fille ce matin ? » ?»« Oui, elle est venue parler à Madame Longley d'une référence. Elle était bouleversée et effrayée, ce qui n'est pas inhabituel lorsqu'on découvre un cadavre. Juste comme ça. » Il s'éclaircit la gorge. « Deuxièmement, d'après vos observations, est-elle du genre à voler ? » « J'ai vu toutes sortes de vols, » dit Miss Marple. « Ce n'est pas le genre qui compte, mais le moment. Il y a des moments, inspecteur, où le tiroir est ouvert et où la main se retrouve à l'intérieur. » Il fronça les sourcils. « Il nous faut plus que de la philosophie, Miss Marple. »« Vous l'aurez, » dit-elle aimablement, « quand vous considérerez si la clé de la salle est était dans la poche du gilet de M. Gale après sa mort. » Graves parut satisfait. « Et il se trouve que non. Nous avons trouvé son gilet sur une chaise, un endroit étrange pour lui, dans une pièce où il faisait semblant de ne jamais entrer, et le trousseau de clés était sur la table. La clé de la porte de la salle est avait disparu. Quel inconvénient !
dit Miss Marple. « Les clés ont le don de rendre nos histoires soit bien rangées, soit désordonnées. Pour l'instant, la vôtre est bien rangée. Presque trop, vous ne trouvez pas ?» L'expression de l'inspecteur se durcit. « Je pense, dit-il avec une certaine sécheresse, que la jeune fille a pris la clé, est entrée dans une pièce interdite et, surprise par son maître, a déclenché une séquence qui a abouti à sa mort. » Miss Marple hocha la tête, comme si elle reconnaissait un motif net sur un tapis mal tissé. « Et pourtant, songea-t-elle, il y a un peu de poussière. Vous l'avez mentionné vous-même. Vous avez trouvé les barreaux du lit poussiéreux, ce qui signifie que personne n'y avait posé la main pendant un certain temps. Mais il devait y avoir de la poussière ailleurs, sur les pieds de la chaise par exemple, et sur le rebord de la fenêtre. Lorsqu'on tire ou pousse une chaise dans une pièce peu fréquentée, les pieds laissent des demi-lunes sur le tapis là où la poussière est soulevée. Avez-vous remarqué de telles traces ? » Graves marqua une pause. Il eut l'honnêteté de se souvenir. Il y avait une chaise près de la fenêtre qui semblait déplacée, admit-il. Un léger grattement sur le plancher aussi. « Ah !» dit Miss Marple doucement. « Et Monsieur Gale, fumait-il ? » « De la fumée ?» L'inspecteur le fixa du regard. « Aucune idée. » « Je me demandais simplement, » poursuivit Miss Marple, « parce que lorsque les hommes se tiennent à la fenêtre et réfléchissent, ils fument souvent, et la cendre tombe sur le rebord. Bien sûr, un non-fumeur peut imiter cette posture, mais pas la cendre. » Son ton était presque désolé. « Je serais tellement curieuse de savoir si une fine pellicule grise se trouvait là. » Graves rougit de nouveau, cette fois de dépit. « Je ne crois pas à ces détails pittoresques, dit-il. Nous partons de faits. Faits. De l'argent dans le tiroir de la jeune fille. Faits. Un souvenir du défunt au même endroit. Faits. Un billet d'avion préparé. Faits. Elle avoue l'argent. Faits. C'est elle qui a découvert le corps et la dernière personne de la maison à l'avoir vu vivant. Ce qui suit est logique. Très, dit Miss Marple d'une voix douce. Seulement, elle laissa le mot flotter un instant comme une feuille sur l'eau. Je serais plus heureuse si le souvenir avait été quelque chose qu'une fille apprécie. Les filles ne convoitent pas les médailles sur des rubans, inspecteur. Elles aiment les broches, les parfums et parfois les chaussures à talons ridicules. Quand quelqu'un cache la médaille d'un homme dans le tiroir d'une fille, cela ressemble, à mon avis, plutôt à une idée d'homme. Le regard de Graves s'éclaira. Sous-entendez-vous que le souvenir a été placé ? Je dis simplement, répondit placidement Miss Marple, que les médailles appartiennent généralement aux hommes et que les jeunes filles oublient souvent où elles ont mis leurs épingles à cheveux. Mais je suis sûre que vous découvrirez qui, au village, possède un cigare, et si le rebord de la fenêtre était couvert de cendre. C'est un travail fastidieux, la cendre. Elle s'obstine à être elle-même. Il referma son carnet d'un claquement sec. « Merci, Miss Marple. » Lorsqu'il fut parti, Madame Longley sortit de la salle à manger où elle s'était postée, par loyauté, pour ne rien entendre du tout. « Oh, Jane !» s'écria-t-elle. « Vous avez vraiment mis le jeune homme dans une situation délicate. J'en ai bien peur. »« Ma chère, » dit Miss Marple en souriant, « le dos des jeunes hommes est très résistant. Ils en tirent un peu de courage. » Tard dans l'après-midi, il se produisit ce qui arrive toujours dans les villages lorsqu'un fonctionnaire a arrêté une théorie. Les agents emmenèrent Lucie le long du chemin qui les séparait, sans cruauté, mais avec suffisamment de fermeté publique pour satisfaire aux exigences du scandale. Des visages apparurent aux fenêtres, les portes s'ouvrirent légèrement. La pluie tomba avec ce bruit de petites mains qui accompagne toujours un temps maussade. Le visage de Lucie était pâle et crispé, ses yeux écarquillés et aveugles. En passant devant Rosebank, elle leva les yeux, et dans ce bref regard, Miss Marple ne lut pas la culpabilité, mais la perplexité d'une créature trop simple pour être rusée et trop honnête pour concevoir la forme d'un mensonge. Miss Marple se tenait à la fenêtre du salon et les regardait passer. Elle enfila alors ses vieux gants de jardinage et sortit, non pas vers l'auberge, mais dans l'autre direction, par Willow Lane jusqu'à Fairview House. Elle n'avait aucune autorisation pour entrer.
Elle avait cependant un certain âge et un air discret qui servent souvent le même but. Le gendarme à la porte, un jeune homme aux oreilles qui rougirent avant lui, toucha son casque et hésita. Miss Marple admirait ses hésitations. « J'aimerais beaucoup, dit-elle, voir si les marguerites de la Saint-Michel, autour de la fenêtre de la chambre est, ont bien pris leur nouveau massif. J'ai toujours pensé, vous savez, que le succès d'une plante dépend de la façon dont on lui parle. » Elle sourit, et le gendarme, à qui tout le monde avait adressé un ton sévère toute la journée, s'écarta avec soulagement. Le jardin de Fairview était impeccable, avec la propreté des nouveaux propriétaires. Bordure droite, pelouse en rouleau, un cadran solaire placé là où il attirait le regard plutôt que le soleil. Miss Marple se dirigea vers le côté nord, où la salle est donnait sur un terrain légèrement plus bas. La fenêtre, maintenant fermée, laissait voir une ondulation dans le rideau, comme si quelqu'un était passé tout près. Elle se pencha parmi les pâquerettes, soi-disant pour examiner leurs tiges. En réalité, pour examiner le sol. Elle avait été retournée récemment, puis arrosée par la pluie, puis foulée par un pied. Il y avait une petite empreinte imparfaite au bord, non pas celle d'une botte de policier, qu'elle connaissait par cœur, ni celle d'une chaussure légère de fille. C'était une semelle d'homme, étroite, avec une légère usure sur le bord extérieur du talon, le genre d'empreinte que l'on attendrait de chaussures de ville et d'une tenue de marche qui trahissait une légère impatience. Elle se redressa délicatement, sortit un bout de ficelle de sa poche et mesura du talon aux orteils l'espace subtil entre le rose et le bleu. Justement, il y avait autre chose, sur le rebord de la fenêtre, sous le rebord de pierre, une tache qui attirait le regard non par sa couleur, mais par sa texture, une fine poussière granuleuse, à l'intérieur de laquelle se trouvait une tache plus sombre. Miss Marple, qui n'avait absolument rien à faire, la toucha du bout d'un doigt ganté. Elle se brisa comme la cendre. Elle s'éloigna très doucement, et le gendarme, qui avait cherché à regarder dans deux directions à la fois, fut reconnaissant de la voir partir. Ce soir-là, Willowbrook était assis près de son foyer, satisfait de sa propre déduction. Une fillette avait trafiqué un dragon endormi et avait été brûlée par les flammes. L'inspecteur avait bien fait. Le coroner réglerait le reste d'un trait de plume. On aime que les choses soient bien rangées. Miss Marple était assise avec Madame Longley dans le petit salon, la lampe allumée, la pluie crépitant plus gaiement sur les carreaux. Son tricot était prêt, mais elle ne le prit pas. Elle pensait aux médailles, aux fenêtres, aux chaussures dont les talons s'écrasaient sur les bords. Elle pensait aussi à un lit dont les barreaux étaient y couverts de poussière et à un homme qui avait eu l'intention de réserver une chambre à une femme qui n'était jamais venue. « Prudence !» dit-elle enfin très doucement. « Vous souvenez-vous où M. Gale gardait ses cigares ?»« Des cigares ? Je n'en ai aucune idée. » dit Madame Longley, surprise. « Est-ce qu'il fumait ?»« Je ne sais pas, » dit Miss Marple, « mais je commence à espérer que quelqu'un l'a fait. » Et dans le silence qui suivit, tandis que l'horloge sur la cheminée tic-taquait avec ce tic-tac qui donne l'impression d'avoir tout su d'avance, propre aux pendules en cas de meurtre, Miss Marple aperçut, comme souvent en pareil cas, la silhouette d'une ombre qui commençait à se tourner et à montrer son visage. Le village avait son faux suspect, consciencieux et intègre, mais la vérité, elle en était certaine, se tenait dehors, sous la pluie, et avait laissé une petite empreinte d'impatience dans un parterre de pâquerettes de la Saint-Michel. Chapitre 5. Les secrets sous la surface. L'enquête n'était pas encore terminée avant 2 jours, mais le village de Willowbrook avait déjà mené la sienne. Dans les cuisines et les salons, dans le confort douillet du Crown and Mitre, et même le long des ruelles où les voisins s'arrêtaient sous leurs parapluies, le verdict était murmuré, transmis et approuvé, avec ce mélange de satisfaction et de délectation que ressentent toujours les petites communautés lorsqu'un scandale peut être imputé sans risque à quelqu'un d'autre. Lucy Trent était coupable, non pas de meurtre. Oh, le mot était trop grave pour être utilisé dans une conversation polie, mais de folie, de vol, d'avoir déshonoré sa respectable tante. « Dommage, pauvre fille, » dit l'un.
Mais à quoi d'autre pouvait-on s'attendre? Répliqua un autre. L'histoire s'imposa ainsi dans l'esprit de beaucoup. Monsieur Gale avait été surpris dans sa mystérieuse chambre est. Son cœur avait lâché, et Lucie était au cœur de tout cela. Mais Miss Marple ne se contentait pas d'une histoire aussi bien ficelée. Elle savait par expérience que la nature humaine se complaisait rarement dans les commérages. Elle avait vu trop de suspects, jeunes femmes de chambre, employés licenciés, et même de riches gentlemen, livrés à la police avec un empressement qui tenait plus du soulagement que de la vérité. Ce matin-là, elle se rendit à pied avec madame Longley sur la place du village, où les feuilles d'automne commençaient à tourbillonner à leurs pieds. Plusieurs villageois les saluèrent d'un hochement de tête entendu. Madame Pratt, de la Forge, s'arrêta pour leur donner son avis à voix basse. « C'était forcément elle, » dit-elle en secouant la tête comme face à un malheur inévitable. « J'ai toujours dit qu'elle était volage. Vous souvenez-vous qu'elle a quitté le service à Marlton sans aucun caractère? Et ses cheveux, beaucoup trop brillants. Je l'ai dit dès le début. » « En effet, » murmura Miss Marple, ses doux yeux bleus posant doucement sur le visage rougeau de madame Pratt. « Et pourtant, j'ai souvent vu des filles à la chevelure rebelle se conduire avec une grande constance, alors que d'autres, malgré leur apparence la plus simple et la plus respectable, sont capables d'un comportement choquant. » Madame Pratt parut légèrement déconcertée, marmonna quelque chose à propos de l'humidité matinale et poursuivit son chemin. Madame Longley, réprimant un sourire, serra le bras de mademoiselle Marple. « Jane, tu déstabilises vraiment les gens. Tu les fais réfléchir à 2 fois, et ils n'y prêtent pas toujours attention. »« Ma chère Prudence, » dit Miss Marple, « il est toujours sage d'y réfléchir à 2 fois, surtout quand on est si sûr de quelque chose la première fois. » Pendant ce temps, à Fairview House, un autre drame se jouait discrètement. Le notaire, M. Pritchard, s'était attelé à la triste tâche de mettre de l'ordre dans les affaires de feu M. Gale. À la déception de ceux qui avaient déjà imaginé des diamants et un trésor, il s'avéra que la boîte en fer blanc ne contenait que quelques documents, des actions de valeur modeste, des lettres et une enveloppe cachetée adressée à « mon exécuteur testamentaire ». M. Pritchard gardait cette dernière près de lui, l'air sec et indéchiffrable. Ce fait divers fut bientôt connu à Willowbrook. Privé de ses diamants, le village se tourna vers les lettres. Venait-elle de la mystérieuse dame qui n'était jamais venue à Fairview? Expliquait-elle l'étrange dédicace de la salle Est? Madame Henderson jura avoir vu des timbres étrangers. Madame Pratt déclara tenir de source sûre que les lettres étaient attachées avec un ruban. Miss Marple écoutait et conservait les ragots avec autant de soin que les détails de ses patrons de tricot. Ce n'était pas la vérité, elle le savait, mais quelque part, des fragments pouvaient y faire allusion. Ce soir-là, elle prit le thé avec le vicaire et sa femme. Le vicaire était un homme attentionné, plus enclin à écouter qu'à parler, même si sa femme lui en laissait rarement l'occasion. Miss Marple avait toujours trouvé les épouses de vicaires très utiles. Madame Calthorpe se pencha en avant avec sérieux. « Bien sûr, cela ne sera jamais révélé en public, Miss Marple, mais j'ai des raisons de croire que M. Gale n'était pas tout à fait le gentleman qu'il prétendait être. On a parlé, il y a des années, lorsqu'il a quitté le village, d'une dispute avec son frère. Il y avait une question d'argent, bien sûr. C'est toujours le cas. »« Son frère ?» demanda doucement Miss Marple. « Oh oui, bien que mort depuis longtemps, je crois. Mort à l'étranger dans un accident. Mais on entend des choses, vous savez, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Henry n'était pas entièrement innocent dans cette affaire. Une suggestion des plus déplaisantes, mais jamais prouvée. » Le vicaire s'agita, mal à l'aise. « Ma chère, on ne peut pas répéter les mêmes histoires. Cet homme est parti. » Madame Calthorpe renifla. « Il est peut-être parti, mais le passé a tendance à nous rattraper, n'est-ce pas, Miss Marple ?» Miss Marple inclina la tête. « C'est vrai. J'ai toujours remarqué que les méfaits du passé, comme les mauvaises herbes dans un jardin, ont une capacité remarquable à ressurgir, même si on pense les avoir enfouis profondément. » En rentrant chez elle plus tard,
sous le ciel qui s'assombrissait, Miss Marple contempla le tableau qui prenait forme. Une chambre interdite, un lit où personne n'avait dormi, un homme dont la prospérité n'était pas entièrement justifiée, une jeune fille accusée de vol, et maintenant l'ombre des querelles et de la perte de parents. C'était comme un de ces puzzles, ceux qu'elle appréciait tant les soirs d'hiver. Les pièces des coins étaient en place, mais le centre était encore vide. Pourtant, elle était sûre d'une chose. Lucy Tran n'était pas l'explication. La jeune fille avait peut-être volé par bêtise ou par peur, mais elle n'avait pas fait apparaître cette expression de terreur sur le visage d'Henry Gale. Cela venait d'ailleurs. Chapitre 6. Nouvelles ombres. La pluie s'était dissipée pendant la nuit et laissait Willowbrook d'une propreté éclatante au matin, les haies luisantes et la lumière d'octobre finement taillée. C'était un jour d'ordre et de petites entreprises. Les marches étaient récurées, les paillassons battus, les cuivres des églises frottés jusqu'à ce qu'ils brillent. De tels jours font souvent ressortir dans les villages non seulement le lustre des chandeliers, mais aussi celui des histoires. Les faits sont racontés avec plus de vivacité, les opinions polies jusqu'à ce qu'elles brillent. Miss Marple, qui avait toujours cru que la vérité et l'éclat s'accordaient rarement, regarda par la fenêtre du salon de Madame Longley et prit la petite résolution de rester à l'écoute et l'esprit pur. À 10 heures, une ambiance d'affaires régnait sur la pelouse. L'inspecteur Graves avait confié ses agents à leur commission avec une confiance accrue. L'enquête aurait lieu jeudi. 2 jours, estimait-il, étaient largement suffisants pour boucler les derniers détails d'une affaire qui, à ses yeux, n'était pas si incertaine. À Fairview House, les stores de la salle Est restaient baissés, et un agent, les bottes fraîchement cirées, veillait patiemment à la grille. Le notaire, M. Pritchard, était venu tôt et était reparti. Le village, constatant cela, convenait que des documents importants étaient en cours de tri et que feu M. Gale était déjà réduit à la simple et respectable succession. Miss Marple observa, avec ce regard doux qui semblait ne remarquer que peu de choses, et qui en fait remarquait beaucoup, que M. Pritchard ne prenait pas directement le chemin du bourg. Il tourna plutôt vers la maison grise du docteur Selby, près de l'église. C'était une de ces petites divergences qui laissent de petites ondulations à la surface du matin. Un quart d'heure plus tard, elle se retrouva dans le jardin du docteur, invitée, car les chrysanthèmes de Madame Selby étaient une fierté locale. Et là, aussi naturellement que les fleurs suivent la pluie, elle rencontra les 2 messieurs. Monsieur Pritchard, sec et précis, avait l'air de quelqu'un qui s'apprête à en dire le moins possible. Le docteur Selby, homme bienveillant, au front bien dessiné et à la bouche inquiète propre aux médecins de campagne, semblait en avoir déjà dit un peu plus. « Mademoiselle Marple, dit le docteur, vous nous trouvez en train de parler de feu, monsieur Gale. Monsieur Pritchard a des affaires avec moi, semble-t-il. »« Pure formalité, dit l'avoué avec la sécheresse habituelle. Il y a un certificat médical à inscrire parmi les papiers et je tenais à être précis dans la formulation. » Il jeta un coup d'œil à Miss Marple comme on jetterait un coup d'œil à un ornement inoffensif et ajouta « Peut-être pour se montrer courtois. Nous aimons la précision, Miss Marple. »« Les mauvaises herbes aussi, dit Miss Marple d'un ton aimable. Elles s'organisent avec une précision remarquable le long d'une bordure si on leur tourne le dos. » Monsieur Pritchard fit une légère révérence et se tourna vers le portail. S'il comptait partir, il fut toutefois retardé par l'arrivée de Madame Fenning, la propriétaire du Crown and Mitre, qui remontait l'allée en courant, l'air d'une importance contenue. « Pardon, docteur, dit-elle, et vous aussi, monsieur, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Il y a un monsieur qui descend du bus de 11h15 et qui demande Fairview House. Un inconnu, bien habillé, avec une allure citadine. Il se présente comme Monsieur Clément Nash et dit avoir connu Monsieur Gale à l'étranger. Je l'ai installé dans le petit salon avec une théière, dont il a besoin, à mon avis, car il marche comme s'il allait arriver vite. Et j'ai envoyé mon garçon prévenir l'agent de police à la porte. Mais je pensais... » Elle aperçut alors Miss Marple et son visage s'illumina. Je pensais que Miss Marple saurait mieux qui c'est qui.
C'est très bien de votre part, Madame Fanning, dit le médecin d'un ton apaisant. Il faudrait prévenir l'inspecteur Graves. Je vous ai envoyé, dit Madame Fanning avec satisfaction. Mais les chaussures de monsieur, croyez-moi. Elle marqua une pause, soudain consciente qu'elle allait sortir du cadre d'une discussion sur les chaussures, comme on en trouve habituellement chez une dame. Eh bien, ce sont des chaussures londoniennes, conclut-elle. Je remarque toujours les chaussures. Moi aussi, dit Miss Marple, et sa voix était très douce. Monsieur Pritchard s'excusa et s'éloigna par la porte latérale, ce qui n'était pas, remarqua mademoiselle Marple, le chemin le plus court pour rejoindre la voie réservée aux omnibus. Il avait le regard prudent et oblique d'un homme qui préfère rester seul avec ses documents. Le docteur Selby, avec un léger soupir, offrit son bras à mademoiselle Marple et lui fit faire le long détour par les herbiers. « Vous désapprouvez le verdict qui n'a pas encore été rendu », a-t-il déclaré avec un sourire gêné. « Je suis vieille, » dit Miss Marple, « et les personnes âgées désapprouvent presque tout, ce qui les rend utiles, comme des butoirs de porte. Mais oui, je n'aime pas les histoires trop fermées. »« Moi non plus, » dit le docteur de manière inattendue. « Entre nous, et en toute discrétion, même si je sais bien comment les expressions confidentielles circulent dans les villages. Le cœur de M. Gale, eh bien, ce n'était pas si grave. Il avait un souffle. Beaucoup d'hommes ont des souffles sans s'en rendre compte. Ce n'était pas un homme maladif. Je n'ai pas aimé son expression, Miss Marple. Ce n'était pas un effondrement, c'était... » Il chercha le mot, mais ne le trouva pas. « C'était une reconnaissance, » dit Miss Marple à voix basse. La reconnaissance de quelque chose qu'on attendait et qu'on redoutait, comme le moment où le vent soulève le coin d'une lettre qu'on n'avait pas l'intention de lire. Le docteur Selby la regarda avec un léger frisson de soulagement. « Oui, dit-il. Oui, c'est plus proche. »« Est-ce qu'il fumait ?» demanda Miss Marple. Le médecin hésita. « Je ne l'ai jamais vu faire ça, et dans un petit cabinet, on le remarque. Mais j'ai constaté, lors de l'examen du corps, une légère odeur accrochée au brassard. Pas celle de cigarette, mais celle de cigare. C'était peut-être la pièce. Monsieur Gale, je pense, aurait préservé ses vêtements de toute souillure s'il l'avait pu. »« Merci, » dit Miss Marple. « On ne souhaite pas avoir l'odeur des habitudes d'autrui sur soi. » Elle quitta le docteur plus réconforté qu'il ne le pensait, et se dirigea à petits pas et avec une démarche légère, vers la couronne et la mitre. Le nouvel arrivant, M. Nash, fut immédiatement visible par la porte du salon. Un homme grand et étroit d'épaules, coiffé d'un chapeau trop pointu pour Willowbrook, et dont le visage avait appris l'expression des fenêtres de la ville. Il se leva lorsqu'elle entra, car Madame Fanning présenta Mademoiselle Marple, comme on fait pour le bien des gens. « Monsieur Nash, dit-elle, voici Miss Marple, une dame d'une grande gentillesse et d'un grand bon sens. » Monsieur Nash s'inclina légèrement. Son regard était vif, et son sourire était teinté d'une pointe de charme et de prudence. « Ravi, dit-il. Je suis venu en apprenant la triste nouvelle. J'espérais voir M. Gale pour affaire. Nous nous connaissions. »« À l'étranger ?» demanda doucement Miss Marple. « À Johannesburg, » dit M. Nash. « Il y a des années. Et maintenant vous cherchez Fairview House. Pour des raisons sentimentales, peut-être, dit-il en souriant, et aussi pour des raisons professionnelles, si l'exécuteur testamentaire veut bien m'écouter. » L'inspecteur Graves arriva à ce moment-là, et la discussion polie se transforma en enquête officielle. Miss Marple, assise dans son coin, semblait compter les mailles de son tricot. En réalité, elle observait les chaussures de M. Nash, qui étaient bien du genre londonien, étroites, bien faites et usées, à chaque talon, dans ce croissant précis d'impatience que Miss Marple avait vu imprimé dans la terre ramollie sous la fenêtre de la salle est. « Votre voyage a été soudain ?» demanda Graves. « Tout à fait, » dit M. Nash d'un ton enjoué. « J'ai lu le retour de M. Gale dans une circulaire coloniale. J'avais prévu de passer de toute façon, et puis... voilà. Je suis descendu immédiatement. »« Tu es resté ici la nuit dernière ?»« Non. J'ai logé en ville et pris le bus du matin. Je peux vous donner mon adresse au King's Arms, à Holborn. » L'inspecteur le remarqua avec satisfaction. Il était assez jeune pour préférer les adresses écrites. « Et vous, Monsieur Gale ?»«
Une petite affaire, dit M. Nash d'un ton aimable. Une participation commune dans une mine qui n'a jamais abouti. Les papiers lui ont été confiés. J'espérais régulariser notre entente. Très bien, dit l'inspecteur. Miss Marple, qui avait vu bien des choses pourtant bien se passer autrement, laissa la conversation filer. Elle n'avait aucune envie d'interrompre. Le son lui suffisait. M. Nash parlait avec aisance, mais sa main gauche s'égarait de temps à autre vers sa manchette droite, comme s'il n'était pas tout à fait certain de l'odeur qui s'y accrochait. En quittant l'auberge, elle ne rentra pas chez elle. Il y a des sentiers dans les villages qui sont tellement à l'écart des courses quotidiennes que personne ne comprend l'utilité du promeneur qui les emprunte. Ce sont les sentiers préférés de Miss Marple. Elle traversa derrière la boucherie, sortit par l'atelier du charron, et arriva ainsi au cottage de M. Donnett, le charpentier, qui avait beaucoup travaillé à Fairview House ces dernières semaines. M. Donnett, un homme imposant aux mains expertes, se tenait à son établi, rabotant un morceau de chêne. Il n'était ni un bavard ni un vantard, ce qui, aux yeux de Miss Marple, le rendait digne de ce travail. « Je suis venue, dit-elle, pour savoir si les nouveaux boulons que vous avez installés à Fairview se sont bien comportés. J'ai eu beaucoup de mal avec les boulons ces derniers temps. Ils ne semblent jamais vraiment à la hauteur de leur tâche. » Monsieur Donnett sourit sans lever les yeux. « Ces serrures étaient tout à fait identiques, madame. Monsieur Gale m'a fait installer un verrou robuste à l'intérieur de la fenêtre de la chambre est et un nouvel écusson sur la porte. Il était exigeant. Il disait que la vieille serrure était atteinte à la vie privée. « Comme les serrures sont gênantes, dit Miss Marple. On égare toujours la clé. »« Pas Monsieur Gale, répondit sèchement Monsieur Donnett. Il le gardait dans la poche de son gilet, et j'oserais dire qu'il dormait avec son gilet sous son oreiller en partant. Il s'est fait une autre coupure il y a 2 semaines, cependant. »« Un autre ? » ?»« Une clé, dit Monsieur Donnett en poussant le rabot à coups de doigts patients. J'étais là quand le garçon d'Axby est arrivé avec le paquet. 2 clés ensemble dans du papier huilé, toutes 2 du même modèle. Monsieur Gale en a mis une à son anneau. L'autre, eh bien je n'ai pas vu où il l'a mise. Je suppose qu'il s'agissait d'une clé de rechange pour le tiroir. Il marqua une pause. Il m'a aussi fait changer le châssis de la fenêtre de la chambre est. Il était coincé, et il voulait qu'il puisse bouger sans bruit. Je lui ai dit qu'une nouvelle peinture suffirait. Il voulait un rabotage. Il a payé comptant tout l'après-midi. « Du cash, » murmura Miss Marple. « Si propre et si bête. » Monsieur Donnett posa son avion. « Je ne suis pas d'accord avec les pièces où l'on a peur, » dit-il soudain, avec la superstition simple des hommes pragmatiques. Une pièce est une pièce. Mais cet endroit, eh bien c'était le genre d'endroit qu'on pourrait réserver pour quelque chose dont on ne voulait pas se souvenir et qu'on ne supportait pas vraiment d'oublier. « Merci, » dit Miss Marple, et elle le laissa à son honnête poids. Il était presque midi lorsqu'elle entra dans le cimetière, un panier de dahlias tardifs au bras. Madame Calthorpe, trouvée là, était pleine d'agitation et de gratitude. Il y avait des vases en cuivre à remplir pour les vêpres, et le cœur paraissait vide. Miss Marple aimait l'église en semaine. Elle avait l'air d'une belle maison une fois remise en ordre par les domestiques. La sacristie, fraîche et légèrement parfumée de vieille laine et de livres de cantiques, s'offrit à elle avec un air de discrétion et d'utilité. Elle arrangea les fleurs avec soin, lava le verre de ses doigts au petit robinet, puis, comme si elle l'avait laissé tomber, se pencha et récupéra sous la table de la sacristie un petit papier qui y avait flotté un soir précédent. C'était le coin d'une enveloppe bon marché, doublée de bleu, déchirée à l'ouverture. Dessus, d'une écriture ferme, était écrit « H, fenêtre est, ce soir ». Le cachet de la poste était taché et le reste de l'adresse avait disparu. Miss Marple déposa le fragment dans la paume de son gant et le considéra avec une attention silencieuse. Fenêtre est. Les villages comptent de nombreuses fenêtres est, mais à Willowbrook, seules 2 invitent au rendez-vous. Celle de l'église, décorée de saints et de parchemins, et la salle est de Fairview House, qui donnait sur la bande de jardin où les marguerites de la Saint-Michel avaient été foulées par une chaussure impatiente. Elle glissa le morceau de tissu dans son sac à tricot, et ce faisant,
remarqua autre chose dans la corbeille à papier de la sacristie. La bague en papier d'un cigare, aplatie. Elle la souleva avec une paire d'épingles à cheveux de rechange, car Miss Marple n'aimait pas s'inspirer des habitudes des autres avec ses doigts. L'écriture lui était étrangère. Elle distinguait 2 K et une bordure dorée. Cela ne lui disait rien. Elle n'avait jamais eu l'occasion de savoir quel cigare les hommes jugeaient supérieur. Mais cela signifiait quelque chose, estima-t-elle, pour celui qui avait retiré la bague et l'avait laissée là. La sacristie était un endroit tranquille où se mettre en ordre avant une réunion. Lorsqu'elle sortit dans le cimetière, la lumière avait changé. Le matin n'était plus aussi fin qu'une aiguille, mais plus doux, comme s'il s'était désintéressé. Miss Marple s'assit un instant sur le muret et observa la ruelle. Les gens passaient, la saluant. Elle répondait par son petit sourire. Bientôt, une femme arriva du chemin de la gare, marchant d'un pas rapide, la tête penchée. Elle portait du noir, non pas comme les villageoises le portent, c'est-à-dire avec vigueur, mais comme une femme qui, depuis longtemps, a appris son sens dans un miroir. Elle passa devant l'église sans tourner la tête, puis, comme attirée, se retourna et resta un instant sous l'if, regardant l'extrémité est du chœur, le visage figé. Miss Marple se leva et la rejoignit aussi naturellement qu'on rejoint une personne égarée parmi les pierres tombales. « C'est une belle fenêtre, » dit Miss Marple en levant les yeux. « J'ai toujours trouvé que la lumière de l'Est était très clémente. » La femme se retourna. Elle n'était plus jeune, et elle avait cette beauté qui persiste obstinément malgré les difficultés, des traits délicats que la fierté maintient fermes. « Oui, » dit-elle, puis de façon inattendue. « Pardonner à qui ?»« De tout le monde, » dit Miss Marple. « Mais peut-être ne le méritons-nous pas toujours. » Elle attendit. La femme, au bout d'un moment, laissa échapper un petit rire à moitié désespéré. « Je suis Elspeth Rowan, » dit-elle. « Je suis venue voir Monsieur Pritchard. Il a une lettre pour moi. » Son regard se posa sur le visage de Miss Marple, puis se détourna. « J'étais fiancée, il y a longtemps, au frère de Monsieur Gale. Il est mort à l'étranger. On dit des bêtises quand on meurt à l'étranger. »« C'est vrai, » approuva Miss Marple. « Il m'a écrit la semaine dernière, » dit Madame Rowan. « Mademoiselle ou Madame ?» Miss Marple ne savait pas dire et ne posa pas la question. C'est Henry qui l'a fait. Il a dit qu'il y avait un tort à réparer. Il m'a demandé de venir à Fairview House, ce mardi même, à 17h. Je suis arrivée par le train du matin. Je pensais... Elle s'interrompit. Et maintenant, il est mort. Je suis désolée, dit Miss Marple, et elle le pensait vraiment. Madame Rowan se releva avec un effort visible. Je vais voir Monsieur Pritchard. S'il y a une lettre, eh bien, les lettres disent la vérité si elles sont écrites assez tard. Elle s'éloigna de ce pas droit et assurait que prennent les femmes qui ont dû s'absenter souvent. Miss Marple l'observa un moment, puis se dirigea vers sa maison. Elle avait 3 petits objets dans son sac à tricot. Un bout d'invitation, l'anneau de papier d'un cigare, et dans sa tête, la carte de la chaussure d'un inconnu. De petites choses, mais les petites choses font tout un village. À Rosebank, elle trouva Madame Longley en proie à l'agitation. « Jane, ma chère, quelle rumeur extraordinaire. Monsieur Pritchard doit lire une lettre. Oui, une lettre privée, en présence de l'inspecteur. Il semble que Monsieur Gale l'ait laissée pour examen immédiat. Imaginez. Et le vicaire doit également être présent, car il y est eu question, oh je n'aime pas le dire, d'une affaire qui relève de l'Église. » « Vraiment ?» demanda Miss Marple. « Les églises ont tendance à apparaître dans des situations où l'on ne pense qu'aux chambres à coucher. » À 4h, Willowbrook retenait son souffle. Le petit salon de la Couronne et de la Mitre, de nouveau réservé pour un thé très sérieux, abritait M. Pritchard, l'inspecteur Graves, le vicaire, et grâce à l'intervention de Providence et au bon sens de Madame Fanning, Mademoiselle Marple. Monsieur Nash avait été prié d'attendre dans la pièce voisine, ce qu'il fit avec une patience d'expert et une cigarette qui ne dissimulait pas tout à fait l'idée de cigare. Monsieur Pritchard sortit une enveloppe portant l'adresse d'une grande écriture carrée, à ouvrir en cas de décès soudain.
La voix sèche de l'avocat s'apaisa et lut « Moi, Henry Gale, de Fairview House, je rédige ce mémorandum. Si quelque chose m'arrivait avant que j'aie réglé ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, je désire que mon exécuteur testamentaire en informe Elspeth Rowan de Marlton et que le vicaire de Willowbrook prenne en charge le lit de la chambre est jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Le lit a été acheté pour un invité qui n'est pas venu. Je l'ai conservé ainsi pour une raison désormais intolérable. La clé de cette raison se trouve à l'endroit où j'ai appris à avoir honte pour la première fois. H.G. Le vicaire laissa échapper une petite exclamation. L'inspecteur Graves parut perplexe et légèrement agacé. « Que diable? Qu'est-ce que cela signifie ?» se corrigea-t-il. « Les lettres, » dit M. Pritchard avec réticence, « ont souvent plus de sens qu'elles ne le disent. Il n'y a pas de codicille au testament concernant le lit. Il s'agit d'un mémorandum informel. »« Le curé doit prendre la garde, » dit Mlle Marple d'un ton doux. « Ce n'est pas une mauvaise idée. Les églises sont indulgentes, comme je l'ai dit à une dame tout à l'heure. »« Qui ?» rétorqua Graves, dont l'humeur était moins irritée par le mémorandum que par le fait qu'il l'avait piqué. « Une personne à qui M. Gale avait écrit, » dit Mlle Marple. « Elle se fera connaître. » Graves repoussa sa chaise. « Très bien, nous allons voir le lit. Pritchard, s'il vous plaît. Miss Marple. » Il hésita, puis conclut que la résistance envers Miss Marple ne faisait que lui ouvrir de nouveaux passages. « Vous pouvez tout aussi bien venir. Peut-être que la poussière nous livrera ses notes de journal. » Ils longèrent ensemble le chemin dans la lumière déclinante. L'agent de police à la grille se raidit, puis se détendit à la vue de la mâchoire crispée de l'inspecteur. La chambre est sentait l'air confiné et quelque chose qui n'en était pas, quelque chose qui y avait été apporté du dehors. Une douce et subtile douceur étrangère aux chambres anglaises. Le lit était tel que chacun l'avait décrit, lourd et orné, les couvertures lisses, les oreillers intacts. Le verrou de la fenêtre, neuf et propre, présentait un léger poli là où une main l'avait déplacé récemment. « Verrouillé cette nuit ?» demanda Graves au gendarme qui avait scellé la pièce après l'examen. « Verrouillé, monsieur, » dit l'homme. « Je l'ai fait coulisser moi-même avant de baisser le châssis. » Miss Marple s'approcha du lit. Elle n'y toucha pas. Elle regarda le long de la balustrade où la poussière s'était accumulée. La poussière était toujours là, fine et uniforme, sauf à un endroit étroit, pas plus long qu'un empan, où elle présentait une légère dépression et le scintillement brisé laissé par quelque chose qui avait été là et qui avait été enlevé. Pas une main, pas un pli de tissu. Quelque chose de lourd et de tranchant. Une boîte ferait l'affaire, se dit Miss Marple. Un plateau aussi. Elle ne dit rien à voix haute. L'inspecteur Graves examina, fronça les sourcils et se tourna vers l'armoire. Elle contenait les vêtements d'un célibataire prospère. La coiffeuse, impeccable comme une boutique, n'offrait rien d'autre qu'un écrin de velours vide pour une médaille. « dit Graves sèchement. « Nous avons la médaille dans le tiroir de la jeune fille. L'étui est là. C'est tout à fait normal. »« Presque trop régulier, » murmura Miss Marple. Il ignora cela. « Faites venir le vicaire, » ordonna-t-il. « Si je dois prendre la garde d'un lit, je préfère avoir des témoins. » Il s'apprêtait à partir lorsque Miss Marple, restée immobile près de la fenêtre, dit « Inspecteur, si vous voulez bien, il y a une petite marque sur le rebord intérieur. Non, pas de la cendre de cigare. Regardez bien. Une épingle, peut-être ? Elle a laissé de la rouille. » Graves se pencha. Là, près du coin, se trouvait une tache ovale, très subtile. Il la fixa perplexe. « Une épingle à cheveux de femme, » dit Miss Marple, avec la certitude de celle pour qui les épingles sont plus fidèles que celles des hommes. Bien fixée, puis retirée. « Alors il y avait une femme ici ?» s'écria Graves avec la joie d'un découvreur. « C'est possible, » dit Miss Marple. « Peut-être une femme qui porte ses cheveux avec sagesse. »« Quelle femme ?» demanda Graves. « Ça, » dit Miss Marple, « ça fait partie de l'ombre. Mais je crois que l'ombre se réduit. Quand les ombres se réduisent, inspecteur, c'est soit parce que le soleil se lève,
soit parce que quelque chose se dirige vers elle. Dehors, dans le jardin en contrebas de la salle est, les marguerites de la Saint-Michel s'agitèrent un instant, portées par un vent trop léger pour être senties. Sur le chemin derrière le portail, M. Clément Nash s'arrêta pour allumer une cigarette et, ce faisant, jeta un coup d'œil, non pas à la maison, mais à l'église. Il avait l'expression d'un homme cherchant à se souvenir où, jadis, il avait appris à avoir honte. Et à la fenêtre du Crown and Mitre, en face, une femme en noir se tenait immobile, comme si elle avait entendu son nom prononcé au loin. Le village, propre après la pluie et animé par ses petites industries, ne s'aperçut pas tout de suite qu'il s'était assombri d'un ton. Mais Miss Marple s'en aperçut. Elle ferma les yeux un instant et vit brièvement, comme au fond de ses paupières, un motif se former. Un lit réservé à quelqu'un qui ne venait jamais, une clé taillée en double, une fenêtre muette, un morceau de papier sur lequel était écrit « Fenêtre Est, ce soir », une bague de cigare étrangère aux doigts anglais, un écrin de médailles laissé là où il pouvait être trouvé, un tiroir de jeune fille agencé pour plaire à l'esprit ordonné d'une action désordonnée. De nouvelles ombres, pensa-t-elle en ouvrant les yeux, mais les ombres, avec un peu de patience, montrent où doit être la lumière. Chapitre 7. Le deuxième remue-ménage. Le mercredi matin, Willowbrook était de plus en plus agité. Le village avait ruminé pendant 2 jours sur la mort mystérieuse de M. Gale, et le repas commençait à se raréfier. Certes, la prétendue culpabilité de Lucy alimentait les discussions, et l'étranger venu de Londres, M. Nash, avait donné à chacun matière à discussion. Pourtant, les ragots, comme l'appétit, exigent un second plat pour être véritablement satisfaits. C'est arrivé avant midi. Miss Marple était dans le salon de Madame Longley, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, lorsque le jeune Timothy Fanning, le garçon de la logeuse, fit irruption sans cérémonie, le visage rouge et les yeux écarquillés. « Ils ont cambriolé la sacristie !» s'écria-t-il. « Le vicaire est tout énervé, et des papiers jonchent le sol. Et la boîte de Fairview, celle que M. Pritchard avait apportée pour la mettre en sécurité. Elle a disparu. » Madame Longley halta. « Mon Dieu, Jane! Et ensuite, un vol dans l'église elle-même. » Miss Marple déposa son tricot avec le plus grand soin. « Oui, dit-elle doucement, c'est souvent le cas. Quand on cache quelque chose, le voleur préfère le dérober sous l'œil du ciel. Cela paraît plus sûr car personne ne pense à y regarder. » Lorsqu'elle et Madame Longley arrivèrent au cimetière, une petite foule s'était rassemblée. Le vicaire, pâle et anxieux, se tenait à la porte de la sacristie, expliquant d'un ton troublé à l'inspecteur Graves qu'il avait trouvé la serrure forcée, le contenu des placards de la sacristie dispersés et la boîte en fer blanc du notaire disparu. « Il a été placé ici hier sur instruction de M. Gale, » répéta le vicaire. « Il souhaitait qu'il soit conservé par l'Église. Et maintenant, disparu. » L'inspecteur Graves avait l'air sombre. Un événement des plus graves. Quelqu'un dans ce village est vraiment désespéré. Son regard parcourut les visages rassemblés avec une vive suspicion, s'arrêtant un instant sur la femme en noir qui avait été présentée la veille comme Mame Elspeth Rowan. Elle se tenait à l'écart, la tête haute, l'air calme, bien que ses mains gantées se serraient fermement. Monsieur Nash était également présent, apparut presque aussitôt après le début de l'agitation. Il semblait plus agacé qu'alarmé, et lorsque Graves lui demanda où il était allé, il répondit d'un ton léger « À la couronne et à la mitre, en train d'écrire des lettres. Demandez à Madame Fanning si vous doutez de moi. » Les villageois, pressentant un drame plus réjouissant qu'une simple crise cardiaque, se pressèrent et murmurèrent avec enthousiasme. Madame Pratt déclara que c'était un scandale. Madame Calthorpe, les yeux écarquillés, affirma que ce sacrilège entraînerait le jugement du village. La tante de Lucy, Madame Pike, se tordit les mains et murmura que sa pauvre nièce était ruinée à jamais si on lui imputait une telle méchanceté. Pendant tout ce temps, Miss Marple demeura silencieuse, observant.
Elle remarqua que la serrure brisée ne présentait aucun éclat, mais avait été forcée d'une main ferme et prudente. Elle remarqua que la fenêtre de la sacristie était légèrement entr'ouverte, malgré la fraîcheur matinale, et elle aperçut, sous la fenêtre, une légère trace de terre sur la dalle, comme si quelqu'un s'était tenu là, les chaussures mouillées. Il n'y avait pas longtemps. L'inspecteur, après de nombreuses questions et peu de satisfaction, congédia la foule avec de sévères avertissements. Mais ce congé ne diminua pas la curiosité, au contraire, il l'aiguisa. Dans l'après-midi, la moitié du village était convaincue que la boîte disparue contenait finalement des diamants, tandis que l'autre moitié affirmait qu'il devait s'agir de lettres secrètes, peut-être de nature scandaleuse. Miss Marple, assise tranquillement dans le jardin de Rosebank, recevait ses visiteurs avec une courtoisie patiente. Ils ne venaient en bas lui apporter des nouvelles, même si c'était ce qu'ils imaginaient, mais se révéler. Madame Pratt laissa entendre d'un ton sombre que les manières londoniennes de M. Nash n'étaient pas dignes de confiance. Madame Henderson se demanda à voix haute si l'apparition soudaine de Madame Rowan n'était pas autre chose qu'une coïncidence. La femme du pasteur, profondément troublée, déclara que le village était menacé spirituellement. Miss Marple écoutait, hochait la tête et ne trahissait rien. Son esprit était occupé par une autre question. Pourquoi M. Gale avait-il écrit que le lit de la chambre est devait être confié au vicaire, et pourquoi le coffre rattaché à cette chambre avait-il disparu de l'endroit le plus sûr du village? Ce soir-là, elle retourna à Fairview House. L'agent de police à la porte, las de son poste, la laissa passer d'un signe de tête respectueux. Elle ne se dirigea pas cette fois vers la salle est, mais vers le petit escalier de service, au fond, dont le plâtre était craquelé et les marches usées. C'était là, pensa-t-elle, que les secrets aimaient voyager. Elle ne trouva rien d'aussi évident qu'un indice, mais elle remarqua l'air, une légère trace persistante de cette odeur étrangère qu'elle avait déjà décelée, plus douce que le tabac anglais, plus âcre que la lavande. Et elle aperçut, au pied de l'escalier, un morceau de tissu accroché à un éclat de bois, de la serge noire, celle utilisée pour les robes de deuil. Elle la glissa soigneusement dans son sac à tricot. À son retour à Rosebank, Madame Longley l'attendait avec une excitation renouvelée. « Jane, on a encore parlé. On dit que la lettre que M. Pritchard a lue hier n'est pas la seule. On dit que M. Gale en a écrit une autre, adressée à une femme, même si personne ne semble savoir avec certitude qui elle est. N'est-ce pas extraordinaire ? » « Oui, » dit Miss Marple en posant délicatement son sac à tricot. « C'est extraordinaire. Des lettres, des cartons, des lits où on n'a jamais dormi et des femmes qui arrivent trop tard. Bref, ma chère, cela évoque une histoire qui voudrait être racontée, mais qui est constamment interrompue. » Elle s'assit, ses aiguilles flamboyantes à nouveau sous la lumière de la lampe, l'air serein. Mais dans son esprit, les pièces bougeaient, comme dans un puzzle dont la bordure est terminée et dont le motif intérieur commence à se dessiner. Car elle était désormais certaine d'une chose. La mort de M. Gale n'avait pas été la fin d'une histoire, mais seulement le début. Chapitre 8. Le retour du passé. Le lendemain du cambriolage de la sacristie, Willowbrook se réveilla avec ce mélange particulier d'indignation et de délectation que seul un sacrilège peut procurer. Le scandale d'un homme mort avait été tout juste tolérable. Un vol dans l'église elle-même était intolérable, c'est-à-dire très agréable à raconter. Les portes des boutiques étaient restées ouvertes. Les balais traînaient sans surveillance, et les colis étaient déballés, tandis que le village revenait sans cesse à la scène en imagination, scrutant la serrure forcée, les papiers éparpillés, la boîte en fer blanc disparue. Miss Marple ne se rendit pas immédiatement à l'église. Elle y était déjà allée, et il n'y avait plus rien à apprendre en regardant là où tout le monde avait regardé. Elle resta donc assise un moment à la fenêtre du salon de Rosebank, observant la matinée s'écouler. Observer avait toujours été l'un des talents de Miss Marple. Il est étonnant, constata-t-elle, de voir à quel point le monde vous en apprend si vous lui faites oublier votre présence.
Madame Longley entra alors, l'air d'une femme qui a perdu son calme. « Jane, ma chère, le vicaire vous prie de bien vouloir traverser. Il est tout à fait de mauvaise humeur. Monsieur Pritchard est également là, et l'inspecteur, bien sûr, très vif. » Miss Marple se leva aussitôt et s'éloigna d'un pas lent et calme. Dans le bureau du presbytère, elle trouva les 3 hommes, tels que la Providence les avait disposés pour les contraster. Le vicaire troublé, Monsieur Pritchard l'air sec, l'inspecteur Graves l'air ferme. Ils levèrent les yeux ensemble, tels 3 étourneaux. « Mademoiselle Marple, » dit le vicaire, « c'est vraiment désolant. Le coffret qui m'était confié a été volé. J'ai l'impression, comme si on m'avait volé mes poches pendant l'Évangile. Les poches des églises, murmura Miss Marple, sont toujours considérées comme profondes. C'est ce qui les rend attrayantes. » Graves s'éclaircit la gorge. « Nous allons le récupérer, » dit-il avec une assurance qui tenait plus du devoir que de la probabilité. Le voleur était préparé. Pas d'écharde, pas de traces de maladresse. Quelqu'un qui a déjà forcé une serrure. Monsieur Pritchard ajusta ses lunettes. « Le contenu, pour l'instant, doit rester confidentiel, » dit-il d'une voix doucereuse, avant d'ajouter à contre-cœur, « même si je ne nie pas l'existence de l'être. » « Les pauvres bêtes, » dit Miss Marple d'un ton bienveillant, « elles s'attirent si souvent des ennuis quand on les laisse traîner. » Elle n'avait pas l'intention de taquiner le notaire. Elle s'était contentée de parler comme elle l'avait découvert. Mais cette remarque fit rougir le vicaire et le fit jeter un coup d'œil à un petit paquet ficelé posé sur son bureau. « J'avais l'intention de vous faire venir de toute façon, Miss Marple, » dit-il, troublé. « Hier soir, très tard, un messager m'a apporté ceci de la part de Madame Rowan, de la couronne et de la mitre. Elle m'a demandé de le garder à la sacristie. Quelle ironie! Jusqu'au matin, puis de vous le remettre. Lorsque le cambriolage a été découvert, je l'ai apporté ici. » Miss Marple dénoua la ficelle avec ces gestes légers et précis par lesquels les dames d'un certain âge font honte à l'impatience moderne de la ficelle, et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un petit paquet de lettres, maintenant vieilles et brunies sur les bords, adressées à Miss Elspeth Rowan, d'une écriture forte et carrée que Miss Marple avait déjà vue sur le mémorandum, celle d'Henry Gale. Sur le dessus se trouvait un mot, récemment rédigé. « Chère Miss Marple, on m'a dit que vous étiez quelqu'un qui voit. Monsieur Gale m'a écrit la semaine dernière pour me demander de venir. Il a parlé d'un tort commis il y a des années, un tort qui touche son frère, moi-même et cruellement, l'Église. Je suis venu. Il est mort. S'il reste encore de la miséricorde au monde pour ceux qui sont en retard, je vous demande de lire ce qu'il a envoyé il y a longtemps et jamais posté. Peut-être comprendrez-vous pourquoi il a laissé un lit vide. I. Rowan. » Les mains de Miss Marple étaient d'une grande assurance lorsqu'elle souleva la première des vieilles lettres. Elle ne se pressa pas. La vérité, comme elle l'avait souvent observé, s'effrite si on la poursuit trop vite. Elle leva les yeux. « Puis-je » Le vicaire inclina la tête.